Le journal télévisé avec entre autres la comparution de Jean-Paul Fournier devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour l'affaire dite du Diamant Noir. Une journée de manifestation à France Télécom et l'inauguration d'un pont entre Franquevaux et Beauvoisin. C'est une partie des titres développés par Christophe Chez. Bonsoir Christophe. Bonsoir Patrick, bonsoir à toutes et à tous. C'était le temps fort de cette journée à Nîmes, la comparution de Jean-Paul Fournier devant le tribunal correctionnel pour s'expliquer sur l'affaire immobilière dite du Diamant Noir et pour laquelle le président de la communauté d'agglomération Nîmes Métropole était jugé pour prise illégale d'intérêt. Nous reviendrons dans ce sujet au cours de ce journal avec des images et des réactions, notamment de la partie civile. Sachez en tout cas qu'une amende de 20 000 € a été requise à l'encontre de Jean-Paul Fournier et que le jugement a été mis en délibéré au lundi 9 novembre. Grande journée de mobilisation à travers la France, que ce soit à travers les manifestations des cheminots, des salariés du Pôle emploi ou de France Télécom. À Nîmes, ils étaient une soixantaine ce matin pour manifester leurs craintes et leurs inquiétudes concernant leurs conditions de travail. Seulement 24 heures après la consultation de la direction via un long questionnaire, c'est aujourd'hui que reprenaient les négociations sur le stress dans le groupe, déclenchées par la multiplication des suicides au sein de France Télécom. Alain Bellon est allé à la rencontre des manifestants nîmois. Dans toute la France, les syndicats de France Télécom ont mobilisé les salariés de l'entreprise après le 25e suicide. À Nîmes, ils ont tenu une réunion dans la cour du siège de l'opérateur. Aujourd'hui, dans chaque réunion comme ça, on va prendre la température, on va prendre les revendications des salariés en matière de changement, ce que les gens subissent tous les jours, d'accord ? Nous le savons très bien, mais nous avons besoin que ça s'exprime par les salariés. Et donc, à partir de là, nous allons faire remonter auprès de nos organisations syndicales respectives toutes les demandes des salariés de façon à ce qu'elles soient prises en compte. Mais ce qu'on souhaite, c'est que France Télécom, qui est au courant d'une méthode qu'ils ont appliquée depuis des années et qui aujourd'hui voit des catastrophes telles qu'aujourd'hui les 25 suicides, on voudrait bien que France Télécom revienne dessus et écoute enfin les salariés. Ce que nous souhaitons, c'est que la direction ne joue pas le temps contre les salariés. C'est-à-dire qu'on a l'impression que France Télécom a ouvert beaucoup de chantiers et qu'en fin de compte, attend que la tempête médiatique passe. Donc nous, on veut des réponses tout de suite, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas dans 6 mois qu'il faut changer les choses. C'est aujourd'hui que le malade s'exprime et c'est aujourd'hui qu'il faut régler ce problème. Le bilan de cette action nîmoise sera réalisé le 23 octobre. Les syndicats donneront suite ou pas à ce mouvement dans les prochains jours. Alors une manifestation sous la pluie, Christophe, mais c'est surtout une alerte orange depuis 16 heures sur Nîmes et la région. Oui, en effet, Patrick, un mot de météo avec l'annonce depuis 16 heures d'une alerte orange sur l'ensemble du département du Gard. Bulletin émis par Météo France en raison des fortes précipitations d'orages et de vents violents. De fortes pluies et des orages sont annoncés jusqu'à jeudi minuit. Pour demain mercredi, les pluies vont s'amplifier et se renforcer en matinée pour se maintenir durant une grande partie de la journée. Ainsi, le cumul sur les Cévennes atteindra demain soir 200 à 250 mm d'eau pour l'ensemble de l'épisode. Sur la plaine languedocienne du Gard et de l'Hérault, les plus faibles s'intensifieront et deviendront orageuses tout au long de la journée. Les orages seront forts, durables et accompagnés de fortes intensités pluvieuses. Ils s'éloigneront dans l'après-midi au cours de la nuit suivante de mercredi à jeudi. Une alerte orange qui concerne également le département des Bouches-du-Rhône. Bison Futé recommande aux usagers de prendre leurs dispositions. Il est notamment conseillé de consulter le niveau des crues via le site internet mis à disposition à cet effet, le www.vigicru.ecologie.gouv.fr, mais aussi de se renseigner sur l'état des réseaux routiers avant d'entreprendre un déplacement au 0800 100 200. L'appel est gratuit depuis un poste fixe. Et puis je reviens sur le chapitre social que nous avons évoqué en début d'édition avec la direction de France Télécom qui annonce ce soir un gel des restructurations d'ici la fin de l'année 2009. Autre mouvement de grève aujourd'hui à Pôle emploi à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CFE-CGC,
SNPA, SNU, UNSA et Sud, quelques 46 000 salariés, soit plus du tiers du personnel de Pôle emploi, ont manifesté contre une dégradation de leurs conditions de travail et de services rendus aux usagers que les syndicats attribuent à la fusion entre l'ANPE et les ACEDIC. Sur 1500 agences référencées en France, 322 étaient aujourd'hui fermées, selon la direction de l'administration. Une grève qui doit être reconduite demain mercredi dans plusieurs agences. La commune de Beauvoisin était aujourd'hui à l'honneur. Malgré la pluie, de nombreux élus étaient présents pour assister à l'inauguration du pont de Franquevaux qui enjambe le canal du Rhône à 7. L'occasion pour Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, de rappeler l'importance de cette liaison sur les cartes des voies navigables de France. Derrière l'édification de ce pont inscrit dans le plan Rhône 2007-2013, d'autres enjeux sont engagés, notamment en termes de lien avec l'Europe du Nord. D'une rive à l'autre, Alain Bonnet nous en dit plus dans ce sujet. C'est en présence du président des voies navigables de France que Georges Frêche, président de la région Languedoc-Roussillon, a inauguré le pont de Franquevaux, qui représente le premier chantier réalisé sur le canal du Rhône à 7. Au niveau de la commune de Beauvoisin, je crois que c'est un pont parfait. Il permet le passage des animaux, des taureaux et tout. Bon, c'est parfait. Et au niveau de la région, c'est le début des travaux que nous faisons pour l'aménagement du canal du Rhône à 7. C'est pour relier Sète et le Languedoc-Roussillon à l'Europe du Nord, qui est l'Europe des canaux. C'est vrai que l'avenir passe maintenant à l'Est. C'est là, nous allons essayer de récupérer les emplois du nucléaire, d'ITER, qui vient s'installer en Provence. Moi, je crois que ce canal, c'est un élément essentiel, parce que ça nous permet de nous rattacher au grand réseau des canaux de l'Europe du Nord. Afin d'augmenter les capacités du canal, le pont a été revu et rehaussé sur les anciennes infrastructures classées afin d'être aux normes pour le passage de bâtiments de gros tonnage. Le canal du Rhône à 7 reliant la Méditerranée au bassin Rhône et le port de l'eau dans l'Ardoise, participant ainsi à la stratégie régionale pour le développement des transports fer-mer fluvial. Aujourd'hui, je suis relativement satisfait de voir tous ces hauts personnages de la région et du département. C'est à cause des travaux qui sont en cours sur le canal du Rhône à 7. Et donc ça donne aujourd'hui un petit coup d'éclat sur notre commune et en particulier sur le petit hameau de Franquevaux. La région aura participé à la construction de ce pont à raison de 52,15%, la VNF, les voies navigables de France, pour 34,77% et le Conseil général du Gard pour 13,9%. Ce pont n'est que la première pierre du long édifice de travaux prévus jusqu'en 2013, voire 2018. Et nous l'avons évoqué hier soir, l'exposition L'antisémitisme du Moyen-Âge à nos jours est ouverte au public à l'initiative de la section nîmoise de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dont nous avons rencontré le président. Visible jusqu'au 7 novembre prochain au siège de Nîmes Métropole, au Colisée, cette exposition a déjà fait le tour du monde et propose un vaste tour d'horizon des différentes formes qu'a pu prendre l'antisémitisme au cours des siècles. Les explications de Pierre-Paul Castelli. Du ghetto au bonnet pointu, de l'étoile jaune au pogrom et à la solution finale, les peuples du monde n'ont jamais manqué d'idées pour opprimer les Juifs. Après des étapes en Russie, en Pologne, aux États-Unis et dans d'autres villes en France, l'exposition L'antisémitisme du Moyen-Âge à nos jours est visible à Nîmes depuis le 19 octobre à l'hôtel d'agglomération. L'antisémitisme accompagne l'histoire des Juifs depuis l'Antiquité. Alors nous n'en verrons pas, j'allais dire, toute cette période-là sur l'exposition, puisque l'exposition débute aux Premières Croisades en 1096. C'est le parti pris des historiens néerlandais qui sont à l'origine de cette exposition. Malgré les horreurs atteintes avec la Shoah, le génocide perpétré par l'Allemagne nazie contre les Juifs, les préjugés perdurent, aussi absurdes soient-ils. Et les actes clairement antisémites restent nombreux. Il y a encore un antisémitisme aujourd'hui, d'ailleurs dans l'actualité qu'on qualifiera de relativement récente, l'assassinat d'Ilan Halimi par exemple, au bout de 3 semaines de calvaire, et alors qu'il fut choisi parce qu'il était juif et donc supposé riche, avait montré, ce seul événement, que les préjugés avaient la vie dure, bien sûr. Pour combattre l'antisémitisme et susciter dans l'esprit de tous la volonté de défendre les valeurs universelles que sont la tolérance, le respect de la différence et des droits de l'homme,
L'exposition est ouverte aux scolaires et au grand public jusqu'au 7 novembre. Et autre sujet important de cette journée de mardi, l'annonce de la réforme territoriale faite ce midi par Nicolas Sarkozy et qui sera discutée en décembre prochain. La fusion entre les conseillers régionaux et généraux pour la création de conseillers territoriaux n'a bien évidemment pas laissé insensible la classe politique française, notamment Damien Alary, le président du Conseil général du Gard, concerné au premier chef par l'annonce de cette réforme. Dans un communiqué, le président du département affirme notamment « Je cite, je suis pour une réforme, mais pas cette réforme. Il est temps de refondre notre organisation territoriale pour renforcer la démocratie locale et les services publics de proximité. » Quand Nicolas Sarkozy déclare diviser par 2 le nombre d'élus locaux, il en supprime en réalité 0,6%. Quand Nicolas Sarkozy déclare vouloir faire des économies, sa réforme sera payée par les ménages. Afin de répondre aux vrais besoins des Français, il est encore temps d'entendre l'ensemble des élus de gauche comme de droite qui manifestent leurs inquiétudes, précise dans ce communiqué donc Damien Alary, le président du Conseil général du Gard. Dimanche, les amoureux de la course à pied avaient rendez-vous, Patrick, au pays de l'Olive Verte. Est-ce que vous savez où cela pouvait se passer ? Oh, ça doit être du côté de Mauriès. En effet, il s'agit bien évidemment de la commune de Mauriès, où de nombreux coureurs s'étaient donné rendez-vous cette année encore pour participer aux foulées de l'Olivier, course de bienfaisance dont une partie des bénéfices a été reversée à un institut de recherche marseillais. Je vous propose une synthèse de cette compétition sportive sur ces images signées Alain Bérisy. C'est par un fort mistral et une température basse que s'est déroulée la 10e ronde de la foulée de l'Olivier qui s'est courue sur un parcours en circuit fermé de 10 km 4 et comptant pour le challenge Cros-Camargue-Alpille. Ça va en forme? Ouais, ça va, ça va. Tout doucement, mais c'est dur, il fait froid. Oui, oui. C'est combien de fois vous participez? Ça fait la 7e fois là. Ah. Toujours un succès, nous sommes ravis malgré le vent, 662 coureurs ont bravé le froid et le vent, mais c'est un succès populaire, les gens sont toujours aussi contents, nous sommes ravis de les accueillir. Une participation donc excellente, beaucoup d'huile d'olive cette année, nous avons fait un effort pour fêter le 10e anniversaire. Et puis des résultats excellents puisque les 2 premiers vainqueurs sont des internationaux, Rachid Damani de Martix Sport Athlétisme et Leila Trabi qui boucle le circuit en moins de 35 minutes. Enfin, c'est des performances magnifiques. Cela va nous permettre de remettre un chèque d'environ 700 € à U2T, donc l'accélérateur de particules de l'Institut Paoli Calmette de Marseille, en partenariat avec le Crédit Agricole. Recordman de France du 1500 mètres et 2e au championnat de France élite, Leila Trabi du CLC Martigues avec le dossard 1168 est arrivée en tête chez les femmes avec un temps de 38 minutes 12. Chez les hommes, le champion de France junior du 400 et du 800 mètres, Damani Samir du MSA Martigues, s'est classé premier avec un chrono de 33 minutes 37. Enfin, du côté des vétérans, Cassini et Fornella d'Istres se sont respectivement classés à la 650e et à la 649e place sur 657 participants classés. C'est la première fois que vous faites à la foulée de l'Olivier? Non, enfin c'est la 2e fois, j'ai fait l'année dernière et aujourd'hui ça fait 2e fois. Comment trouvez-vous le circuit? Franchement c'était un très beau parcours. Et cette année le fait d'avoir changé le parcours et le faire à l'envers ça a donné... C'était plus passionnant quoi, de le faire à l'envers. Mais le vent il a gêné quand même. Le vent un peu... Ouais, le vent au niveau du golf ça a été un peu gênant. J'ai pas pu exploiter ma foulée et tout ça. Mais sinon dans l'ensemble ça allait quoi. J'ai fait 3 sélections en équipe de France chez les jeunes. Voilà, j'ai un palmarès, j'ai fait 3e aux Europes en 2007 et 2 fois champion de France. Voilà. On va rester au domaine sportif, Patrick. Ça vous a inspiré quelques commentaires, ces images, non? Oui, je cherchais Alain Bérisy en fin de peloton, mais je ne l'ai pas vu sur ces images-là.
Il était avec la caméra, ça faisait peut-être un petit peu pour en plus savoir à courir, c'était peut-être compliqué pour lui de faire. Le ravitaillement, j'ai pas tout compris. C'est de l'huile d'olive ou il y a quand même autre chose? C'était la récompense en tout cas pour tous les participants, la bouteille d'huile d'olive de Moriès. De la vallée des Beaux peut-être, non? C'est ça l'appellation de là-bas, je crois. Oui, exact. Histoire de respecter les appellations chères à notre ami Christian aussi. C'est ça. Allez, on va revenir sur l'actualité sportive avec, à l'occasion de la semaine du phare, le Football Against Racism in Europe. L'association Gladiators Nîmes 1991, groupe de supporters ultra, présentera un tifo inédit lors de la prochaine journée de championnat à l'occasion du match de vendredi, Nîmes-Sedan. L'association qui participe depuis des années à cet événement pendant la semaine d'action FARE. Les supporters, les clubs et toutes les personnes visées par le racisme unissent leurs efforts dans tout le continent pour mettre fin à la discrimination. Cette semaine d'action du réseau a pour but de sensibiliser le public au problème du racisme et de l'exclusion et de créer un front uni pour lutter contre l'influence nuisible de ce fléau sur le sport numéro 1 en Europe. L'idée qui se cache derrière la semaine d'action est de donner la possibilité à un grand nombre d'initiatives et d'activités d'aborder les problèmes locaux au sein des clubs ou des communautés, tout en se regroupant avec des groupes dans toute l'Europe afin de se présenter unis pour lutter contre le racisme dans le football. Communiqué donc émis aujourd'hui par les Gladiators Nîmes 1991, présent bien évidemment à chaque rencontre du Nîmes Olympique. On va revenir sur le titre phare de l'actualité de ce mardi. Je l'évoquais en début de journal avec ces images de la comparution de Jean-Paul Fournier en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel pour s'expliquer donc sur l'affaire immobilière dite du Diamant Noir, et pour laquelle le président de Nîmes Métropole était jugé pour prise illégale d'intérêt. Rappelons qu'à la suite de la vente à 114 000 € d'un terrain dont il était le propriétaire, 9 jours plus tard, le sénateur maire de Nîmes avait voté le raccordement à l'eau potable du dit terrain lors d'un conseil communautaire, un raccordement d'un coût de 12 000 € pour la communauté d'agglomération. Beaucoup de monde pour assister à l'audience de Jean-Paul Fournier, entouré des membres de sa famille, d'élus et de ses avocats, notamment maître Alain Scheur et maître Cabane. Interrogé par le président Bruno Lavielle, Jean-Paul Fournier a exposé ses arguments alors que ses avocats ont pour leur part tenté de prouver la nullité de la procédure intentée contre leurs clients. On va d'ailleurs entendre l'une des interviews que nous avons recueillies. On me fait signe si c'est prêt, on me dit que c'est OK. Nous allons donc écouter l'un des avocats de Jean-Paul Fournier, maître Alain Scheur. 20 000 € d'amende. Après ce que j'ai entendu, le réquisitoire qui a été fait en disant que le maire de Nîmes était malhonnête, je ne sais plus quels adjectifs on a, 20 000 € d'amende, mais c'est hors de proportion avec le réquisitoire et en tout état de cause, c'est complètement décalé. Complètement décalé. Et puis de toute façon, 20 000 € pour un innocent, c'est toujours trop. Donc vous l'avez compris, une amende de 20 000 € a été requise à l'encontre du prévenu. Le jugement a été mis en délibéré au lundi 9 novembre 2009. Je vous propose à présent d'écouter la partie civile représentée par Sylvain Pastor. Je trouve les conclusions du parquet tout à fait intéressantes, même assez remarquables par rapport à la défense du bien public que j'ai voulu engager en déposant plainte au départ. Je pense que quelle que soit la condamnation, l'important c'est qu'il y en ait une, que pour le parquet elle est clairement constituée et que c'est aussi les conclusions de cette réquisition en matière morale, moi qui m'intéresse en tant qu'homme public, en tant qu'homme politique en charge et souhaitant que cette moralité publique soit maintenue dans notre ville, soit recouvrée même dans notre ville parce qu'elle a été perdue, eh bien, ces conclusions-là sont à l'honneur de la justice.
Une audience qui a duré une longue partie, tout l'après-midi en tout cas, et un procès qui a démarré en retard. En effet, l'huissier avait exigé en début de séance que les membres de l'assistance qui n'avaient pas trouvé de place assise quittent la salle avant donc le début de l'audience. Donc je vous le rappelle, le délibéré a été fixé au lundi 9 novembre et en réquisitoire. Une amende de 20 000 € à l'encontre de Jean-Paul Fournier a été requise par le procureur. Voilà pour l'actualité de ce mardi, Patrick. Je me demandais si le diamant avait été vert, s'il y aurait eu tout ce foin-là, mais bon, c'est comme ça. Le 9 novembre, c'est ça, Christophe? Le rendu, en tout cas, de ce jugement, le 9 novembre. Ce soir, Nîmes Olympique, bien sûr, Croco Hebdo à 21h. 21h, les invités de Pierre-Paul Castelli seront Stéphane Auvray et Paul Maisonneuve. Et puis, les meilleurs moments, surtout du match entre le Nîmes Olympique et la Berrichonne de Châteauroux, avec nos consultants Olivier Martinez et Patrick Champ, que vous retrouverez également à 22h pour le match aux côtés de Claude Martos, avec une première. Patrick, vous la connaissez? Non, mais une belle victoire de 0, ça je sais, à l'extérieur, qui est 2 buts à de 1. bon augure, 2 buts à 1, avant de recevoir les Ardennais. Ouais. Sedan qui sera au Costière vendredi soir. C'était surtout... Et si on gagne, on est pas mal. Oui, on revient à 3 points de la 4e place en tout cas. En tout cas, actuellement, le Nîmes Olympique est à 3 points de cette 4e place. C'était surtout vendredi dernier, la première victoire des Crocos en Ligue 2 sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux, la pelouse du stade Gaston Petit. Très bien, merci pour la précision, Christophe. Voilà. Je ne savais pas. Plus rien. C'est tout pour ce soir. N'oubliez pas l'alerte orange jusqu'à demain soir, c'est ça, Christophe? Exactement. Jeudi minuit. Jeudi minuit, attention à tout le monde, comme on vous l'a évoqué tout à l'heure en début de journal télévisé. Merci de nous avoir suivis. Rediffusion de Noir et Blanc à 22h45 et aux horaires habituels. Très bonne soirée. Au revoir.